Bonjour Olivier Besancenot, bienvenue. Vous êtes porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Nous sommes le 1er mai, fête des travailleurs. Alors l'année dernière, selon les syndicats, il y avait 2 300 000 personnes dans les rues pour lutter contre la réforme du travail. C'était une intersyndicale qui était unique par son ampleur, par sa durée dans le temps aussi. Ce ne sera pas du tout le cas cette année. Donc du coup, ça veut dire que maintenant que le texte est passé, les syndicats et les partis qui ont participé au mouvement se sont délités ? Tout ça est terminé ? Ouais, c'était sur la contre-réforme des retraites, plus exactement, en effet. Et c'est tout à fait troublant de se dire que c'était il y a un an et qu'on a vécu quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, une séquence sociale incroyable qui s'est terminée par une défaite. C'est pas une défaite définitive, mais c'est une défaite. Et c'est fou de voir à quel point, finalement, il y a un décalage entre cette séquence, qui a été historique, même en termes de participation, et le peu d'impact que ça a eu sur la vie politique à gauche. Donc c'est vrai. Donc je pense que ce 1er mai, c'est l'occasion pour le mouvement ouvrier, au sens large, les syndicats, les associations, les partis, les mouvements, les collectifs, de se recentrer, peut-être, de se recentrer sur l'essentiel. Voilà, c'est-à-dire de prendre gage qu'il s'agit aussi de renouer avec une stratégie qui nous manque, une stratégie unitaire, une stratégie radicale, celle qui nous a manqué précisément durant cette séquence sociale de l'année dernière. Mais quand vous regardez politiquement, on est sur un puzzle. Oui, on peut dire ça, oui. Ah bah oui, quand vous regardez les listes aux européennes, chaque parti quasiment de gauche a désormais sa liste. Pourquoi ? Parce que être de gauche, c'est avoir perdu la boussole qui est la vôtre, par exemple, qui n'est plus la même que Madame Aubry pour LFI ou pas la même que les écologistes ? Moi, je pense qu'on peut résister ensemble, même quand on marche séparément. C'est une vieille formule du mouvement ouvrier, qu'on a d'autant plus intérêt à le faire quand les temps politiques sont graves et sont porteurs de vents mauvais, d'un point de vue politique et idéologique. Donc, le 1er mai, c'est l'occasion de se souvenir aussi de nos origines. Les origines du 1er mai, c'est en effet la fête des travailleurs, vous l'avez bien dit, des travailleuses, et non pas la fête du travail. Ça, c'est une connotation pétainiste de la Seconde Guerre mondiale, qui nous renvoie à une dimension internationaliste très forte. Tout ça, ça naît en 1886 aux États-Unis. Une grève ouvrière qui va mal terminer à Chicago. Ça part d'une société qui s'appelle McCormick. J'en parle parce qu'à l'époque, le mouvement ouvrier part sur l'offensive. On se bat pour la journée des 8 heures. Et la journée des 8 heures, obtenir le fait qu'on ne travaille pas plus de 8 heures par jour, ça a été un socle fondateur pour tout le mouvement ouvrier au-delà des frontières, qui a ensuite été, institutionnalisé à partir de 1889 par la Seconde Internationale. Oui. Et après, je dis ça pourquoi ? Parce que il a fallu attendre 1919 pour obtenir la loi des 8 heures en France. C'est-à-dire que pendant 20 ans, le mouvement ouvrier était obligé de se battre, d'organiser des manifestations. Le 1er mai qui était interdite, il y a eu des massacres importants, une fusillade à Fourmis dans le Nord en 1891. Vous faites allusion à l'origine, et vous avez raison, aux États-Unis à la fin du 19e siècle, jusqu'à 1948 pour l'application de 1947, le jour férié du 1er mai en France. Mais les ouvriers ne sont plus les mêmes. Le statut a évolué, les qualifications ont évolué, l'industrialisation française a évolué. Le nombre d'ouvriers, on l'a montré dans cette émission, a fondu. Et les qualifications ont augmenté à telle enseigne que des entreprises ne les trouvent plus. Est-ce que vous êtes, vous et d'autres, encore en phase avec ce qu'est être un ouvrier aujourd'hui ? Mais en tous les cas, je vais vous prononcer un mot qui va peut-être faire tout le monde à cette heure d'antenne, mais le prolétariat au sens marxiste du terme, ceux et celles qui vendent leur force de travail, c'est ça le prolétariat stricto, alors au niveau du sens exact. Je crois que ce prolétariat n'a jamais été aussi nombreux, simplement il n'a jamais eu aussi peu conscience d'exister. Dans le prolétariat, il y a aussi la possibilité de vendre sa force de travail intellectuelle. Il y a une prolétarisation du travail intellectuel. C'est difficile de le reconnaître, c'est pourtant la réalité. Mais vous avez raison, il y a eu tous ces combats. Par exemple, 1936, ça part de réhabiliter des salariés qui s'étaient mobilisés le 1er mai. La grande grève générale de 1936 est partie là-dessus. Donc peut-être qu'il faudra renouer avec une tradition internationaliste et offensive. Je vous le disais, les 8 heures, ça a été important pour le mouvement ouvrier. Aujourd'hui, je crois que le mouvement ouvrier, au-delà des désaccords qui existent, et ils sont nombreux, vous les avez soulignés, devrait peut-être repartir sur des socles communs. Par exemple, la retraite à 60 ans et la semaine de 4 jours. Voilà, 60 ans, 4 jours, c'est-à-dire renouer avec ce qui était une idée forte du mouvement ouvrier, c'est-à-dire le partage du temps de travail. Est-ce que c'est pas une fable, ça ? Est-ce que c'est pas un mythe ? Est-ce que c'est applicable ? Est-ce que ça peut être tangible, concret ? Applicable, oui, ça l'a déjà été, puis c'est le sens de l'histoire, parce que malgré tout, le temps de travail diminue, historiquement, et puis c'est simplement le bon sens. Le temps de travail diminue, Olivier Besancenot, mais il réaugmente. Les 35 heures dans les entreprises... Oui, je vois bien toutes les offensives libérales, absolument, vous avez raison. Oui. Mais je veux dire, le temps long de l'histoire va vers ça. Mais par ailleurs, c'est aussi une question de bon sens. Si on ramenait toutes les heures de travail qui sont effectuées en France, non pas sur le nombre de salariés qui ont un travail et qui ont la chance d'en avoir encore un, mais sur le nombre de travailleurs avec ou sans emploi, c'est-à-dire qu'on ramène ce nombre d'heures travaillées aux salariés, mais aussi aux chômeurs, c'est-à-dire plus de monde, fatalement, on va tous et toutes moins travailler. Mais il y a déjà tellement d'emplois qui sont non pourvus.
Mais là, je vous propose de justement les pourvoir, c'est-à-dire précisément de partager le temps de travail entre tous et toutes, voilà, pour permettre à tout à chacun d'avoir accès à l'emploi. Ça, voilà, c'est une revendication phare du mouvement ouvrier qui est pleine d'idées stratégiques. Voilà, derrière ça, il y a aussi le règne de la liberté dont parlait Marx qui pouvait s'ouvrir. Donc non, je pense que c'est pas une fable, c'est quelque chose de très concret et qui renvoie à des combats qui ont lieu encore aujourd'hui. Vous dites que la menace fasciste est plus réelle que jamais. Le Rassemblement national, j'imagine que c'est à ça que vous faites allusion. Oui, mais pas que. Et tu as plus de 30 points dans les sondages. Et si on ajoute le restant, on a une extrême droite qui n'est pas loin des 40%. Donc il y a l'aspect électoral. Mais pourquoi parce que je crois qu'on paye un tournant autoritaire qui pousse vers cette option politique-là de plus en plus. Donc pour moi, au-delà de la voie électorale de l'extrême droite à proprement parler, il y a tout un processus, c'est un processus politique. Peut-être qu'à gauche, on a une mauvaise lecture des événements qui consistait à croire que le retour d'une forme de fascisme, peu importe le nom qu'on lui donne, ce serait un espèce d'événement fulgurant autour de l'élection d'un tel ou d'une telle. Sauf qu'il y a un processus qui fait qu'en France, je vous l'affirme, moi c'est ma sensation, on n'est pas obligé de la partager, mais qu'une partie du programme politique de Le Pen est déjà mise en application, avant même que Marine Le Pen ne soit potentiellement élue. Sur quel point, par exemple ? Par exemple, sur l'immigration, sur les questions sécuritaires, sur le discours ambiant. C'est-à-dire, on a aujourd'hui un calendrier, on a aujourd'hui un agenda, des thématiques qui sont clairement celles de l'extrême droite. Il y a le bilan de ce qu'a fait l'extrême droite, qui a fait un travail d'hégémonie politique, il faut le reconnaître, depuis 15 ou 20 ans. Les thématiques ont été reprises par des gens qui étaient au pouvoir. Et puis, il y a nos échecs à gauche de ne pas avoir su faire l'équivalent dans notre propre camp. Il n'est jamais trop tard pour le faire. C'est pour ça que vous parlez par exemple du partage du temps de travail, de la répartition des richesses, qui n'est pas non plus une fable, un mythe, mais qui est aussi théoriquement une revendication forte du mouvement ouvrier. À un moment, on a vu par exemple tel ou tel salaire quand même créer l'émotion. Les mois, je pense que ça, par exemple à monsieur Tavares. Tavares aussi, mais 100 000 euros par jour, samedi, dimanche inclus. C'est quelque chose, 100 000 euros par jour. Donc là, par exemple, vous voyez, on parlait des ouvriers, les ouvriers de Stellantis, aujourd'hui, ils se mobilisent. Des ouvriers qui sont présents aussi dans la rue aujourd'hui. Vous utilisez les mots échec et réussite. Est-ce que c'est un échec ou une réussite de la France insoumise de mettre le sujet de la Palestine au cœur de la campagne des Européennes, d'aller dans les facultés pour faire des conférences, d'avoir des facultés aujourd'hui bloquées, soutenues par certains de ces élus ? Mais de toute façon, les mobilisations dans les facultés, il n'y a pas besoin de la France insoumise, du nouveau parti anticapitaliste ou qui que ce soit pour qu'elles s'organisent. Elles s'organisent d'elles-mêmes, elles représentent ce qu'elles représentent, mais elles existent. Elles existent. Et la question palestinienne fait partie de la discussion de cette séquence électorale. Dizaines peuvent bloquer les cours de plusieurs dizaines de alors ça, c'est une ritournelle. Il se trouve que c'est une ritournelle, mais c'est une réalité. C'est une réalité, il faudrait la mesurer sur le temps, laisser un peu voir ce qui va ou pas partir dans les facultés. C'est la 3e université qui se mobilise. Ça s'inscrit aussi dans quelque chose de plus mondial. On voit ce qui se passe aux États-Unis, dans d'autres pays. Donc voilà, toute proportion gardée. Moi, quand je regarde les États-Unis, pardon de le dire, mais il y a des images qui en partie me rappellent des images d'archives qu'on a connues des années 70, où il y a toute une génération qui se mobilisait contre le Vietnam. Toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas dans cette massivité, on n'est pas dans ce rapport de force. Mais voilà, ça fait partie, mais au même titre que la question ukrainienne, par exemple, au même titre que les questions sociales, toutes ces questions doivent être traitées. Vous les mettez au même titre, mais tout le monde ne le fait pas à gauche. Non, peut-être, mais une fois de plus, moi j'aurais bien des choses à redire sur ce que pense tel ou tel autre secteur de la gauche. Par contre, j'insiste sur une chose, si vous me permettez, c'est qu'au-delà de ces désaccords, on arrive à s'unir sur l'essentiel, c'est-à-dire résister ensemble face à la répression. C'est-à-dire tous ceux qui sont aujourd'hui visés par la censure, par la justice, par la répression. Je sais qu'à gauche, il y en a qui vont faire le dos rond en se disant finalement... Vous pensez qu'il y a Rima Hassan, Mathilde Panot, par exemple, convoqué pour apologie du terrorisme ? Oui, j'ai été les soutenir, mais je pense à Anas Kazib, je pense au représentant de l'UD CGT du 59, qui a quand même pris une peine de prison, avec sursis soit, mais une peine de prison. Je pense au soulèvement de la terre, je pense à ceux qui se mobilisent pour défendre l'hôpital de Carhaix en Bretagne, qui se prennent des gardes à vue. Moi, je veux dire, on est quand même dans un contexte un peu particulier. Donc, tous ceux à gauche qui se disent, bon, allez, finalement, ça passe à côté de moi, je ne serais pas concerné. Et puis finalement, ils l'ont bien cherché. Je vous dis juste une chose, si par malheur, la répression avait raison de nous, après ce sera votre tour. Parce que dans le processus que je vous évoquais, c'est un processus, et à ce jeu-là, je vous dirais même qu'il y a une partie de la Macronie qui sera aspirée. Un tout dernier mot, plus personnel, vous avez eu 50 ans là, il y a quelques jours, vous étiez le jeune candidat de ça, gauche, fini, extrême gauche. Les deux sont finis d'ailleurs. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé depuis que vous avez commencé ? Et est-ce que vous avez envie de continuer longtemps ? Est-ce que vous pensez à y retourner ? Non, moi je continue, moi je postule à rien, donc c'est aussi pour ça que j'ai cette liberté de parole. Je suis très inquiet sur l'évolution de la situation politique. Je pense que là on est victime de l'ère du temps, et Rima Hassan par exemple dont vous me parlez, elle paye aussi un peu de ça, de ce que je sens moi un petit peu, c'est-à-dire un climat de détestation politique des Arabes et de la gauche à la fois. Quand il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de difficulté aussi.
Non, mais des ambiguïtés, tout le monde en a, puis tout le monde est obligé de faire son travail d'introspection. Moi, le premier, vous me disiez, j'ai 50 ans, moi j'ai commencé à militer, j'avais 14 ans, des erreurs politiques, j'en ai fait plein. Maintenant, je dis à tout le monde à gauche, à tous et toutes à gauche, ceux qui m'expliquent, plus jamais avec Mélenchon, plus jamais avec le PC, plus jamais avec les syndicats, parce que flemme, il y en a marre. Et plus jamais Besancenot à la présidentielle ? Ouais, mais non, moi je postule pas à ça, mais je veux dire, c'est pas le problème. Et puis, si je pouvais juste avoir une incidence à gauche, je croise les doigts pour qu'après les européennes, on n'ait par exemple pas ce scénario où à gauche, il y ait plus de candidats déclarés à la prochaine présidentielle que d'électeurs. Voilà. Merci beaucoup Olivier Besancenot d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.